Deleuze est un intérêt pour les surfaces. L'idée qu'une surface pourrait être pratiquée indépendamment de la notion de profondeur. Et donc, peut-être chez Deleuze, une espèce de reconstitution de la figure d'Apollon, par opposition à Dionysos, qui était le dieu de la profondeur. Donc, chez Derrida, au contraire, on est dans un régime qui est moins inscrit dans cet art d'arpenter les surfaces, les plateaux, puisque chez Deleuze, on a un ouvrage qui s'appelle Mille plateaux, par exemple. Ce sont des plateaux qui croissent par les bords, enfin, comme le cristal, d'une certaine façon, prend de l'ampleur par les bords. On n'est pas dans cette figure, enfin, dans cette logique de deuxième du sens, on est plus du transport, en tout cas, du sens, il y a la métaphore, par exemple, ou ce que Deleuze va appeler, non pas la métaphore, mais devenir. Et donc, chez Derrida, on est pris dans une injonction de la profondeur, dans un retraitement de la profondeur, qui justifie un peu le titre de mon ouvrage, qui s'appelle Démantèlement, puisque le démantèlement, c'est aussi ce qui relève du manteau. L'étymologie même de démanteler consiste, au fond, dans une opération de rapiéçage ou cette espèce de manteau d'arlequin qui se constitue comme un patchwork, mais au-delà même de cette structure en patchwork, il y a l'impossibilité de trouver une poche. Le manteau d'arlequin est sans poche, parce qu'il y a des poches partout, parce que tout est poche, parce que le moindre carré, carreau, losange de tissu rapiécé est peut-être l'amorce de poche de quelque chose qui s'ouvre, non pas sur le manteau, mais peut-être sous le manteau, ou en tout cas qui nous renvoie à un tissu réversible, comment dire, on peut retourner le manteau avec une capacité avec l'idée qu'on est tout aussi perdu devant le manteau retourné que devant le manteau à l'endroit. Donc la question de l'envers et de l'endroit se déconstruit absolument. Et du coup, on est dans un démantèlement où la surface devient une profondeur, où il y a une espèce de feuilleté, une espèce de palimpseste d'une certaine manière du manteau qui renvoie au palimpseste même de l'écriture. Il se trouve que Pascal avait l'habitude de coudre des poches, mais qui n'étaient pas des poches, qui n'étaient pas visibles comme des poches, puisqu'on ne les voyait, elles n'étaient plus accessibles en tant que poches. Et à l'intérieur de ces poches, il avait dissimulé des papiers, des notes, des formulations conceptuelles, ou simplement parfois des descriptions curieuses qui n'ont pas plus de sens pour nous, et qui n'étaient pas destinées à être lues. Elles n'étaient pas destinées à être lues, ces injonctions-là, ou ces écritures. Et donc, du coup, le manteau de Pascal fonctionne lui-même comme une écriture. Et du coup, je crois que Derrida a écrit comme ça. Derrida a écrit un peu comme, sans doute, dans la ligne d'un Pascal, dont nous savons que les pensées ne sont rien d'autre qu'une espèce d'accumulation de fil. Pascal les pensées de Pascal ne sont pas un livre constitué, articulé autour d'un axe qui constituerait la colle, l'axe autour duquel on peut faire. Chez Pascal, tous les textes étaient mis sur des fils, comme le linge, classés donc en fonction de ce fil, du genre, du type de thématique abordée, et donc on est dans un feuilletage d'une pensée qui procède par couche et qui renvoie comme par le cas peut-être, et qui fait du manteau de Pascal le propre tissu à partir duquel il serait suspendu comme une marionnette au fond de Kleist, je veux dire, comme cette espèce de chose qu'est l'écriture, et qui fait de Pascal celui qui est porté par les lignes d'écriture, celui qui est noué et qui fait de son corps un nœud d'écriture. Et ça, je crois que Derrida l'a vécu précisément dans ce qu'il a toujours appelé l'écriture. L'écriture et la différence, pour Derrida, c'est ça. Alors justement, par rapport à votre écriture sur Derrida, c'est aussi quelque chose qui est frappant dans votre ouvrage.
chapitre d'ouverture, Derrida et le mouvement de l'Occident, on pourrait s'attendre à avoir des chapitres, je ne sais pas, chronologiques, ou même très thématiques, mais on sent tout au long de votre ouvrage une attention très très précise aux termes, aux mots, à tel point d'ailleurs que vous les faites jouer entre eux. Il peut y avoir des énumérations parfois pour approcher un concept de manière subtile, pour ne pas le plaquer par une définition. Vous utilisez beaucoup d'images, comme vous venez de parler de la marionnette de classe, pardon. Donc on sent que d'emblée aussi Derrida, votre ouvrage a été de toute façon imprégné de cette pensée d'écriture. Et ce qui fait que ce que j'ai dit on revient au départ, c'est qu'il faut se lire aussi comme un roman, puisque vous arrivez à réouvrir les concepts derridiens en suivant un parcours, mais pas de manière artificielle, c'est-à-dire que quelque part, la forme romanesque, le terme ne convient peut-être pas, de cet ouvrage n'est pas didactique, c'est vraiment pour pouvoir penser Derrida, pour pouvoir suivre la pensée de Derrida, c'est comme s'il avait fallu en passer par cette écriture qui n'est pas beaucoup formellement historienne, catégorisée, et même, du coup, au final, on arrive quand même à ça, c'est-à-dire à resuivre un chemin, à se repérer dans sa constellation d'ouvrages. Donc sur l'écriture, votre écriture sur Derrida. Oui, donc je me suis efforcé à suivre le fil, ou en tout cas à retrouver les fils dont je parlais, qui seraient les fils non pas de la marionnette de Kleist dont il était question à l'instant, mais davantage du spectre de Derrida lui-même. Enfin, pourquoi le spectre de Derrida lui-même? Parce que j'ai découvert dans des écrits posthumes de Derrida, on en avait fait souvent notamment, un dernier séminaire dans le volume 1, où il fait un commentaire d'un livre que j'avais écrit qui s'appelle Bossuet. Je l'ignorais complètement, évidemment, et il a fait tourner toute la séance autour de ce livre Bossuet. Il en a cité 5 pages au moins, en les caviardant de remarques. Et donc, du coup, oui, il y a eu là, entre Derrida et moi, on s'était connus au collège, mais il y a eu là un rapport presque fantomatique, enfin, quelque chose qui devait être une reconstruction de la déconstruction derridienne, une reconstruction en tout cas non pas de Derrida en chair et en os, mais de ce spectre de Derrida que constituent les différents fils autour desquels il a articulé, superposé un certain ensemble de feuillets. La manière dont il a feuilleté sa propre œuvre, qui n'a pas de début ni fin. Enfin, je veux dire par là que lorsqu'on prend les derniers textes de Derrida, on voit bien qu'ils reprennent d'une certaine façon certains motifs, certaines injonctions de départ, et lorsqu'on lit les premiers textes, on y retrouve des choses qui circulent à la fin. Donc on est un peu dans cette logique hegelienne de la phénoménologie d'esprit où la préface recommence à la fin, parce que Hegel rédige la préface de la phénoménologie d'esprit à la fin, où la préface recommence à la fin en relançant l'ensemble du processus qui oblige le lecteur de recommencer au début. Donc on n'est plus entre début et fin, mais on est pris dans ce cercle, dans cet éternel retour, si je puis dire, pour parler de façon Nietzsche, on est pris dans la phénoménologie d'esprit, dans une espèce de lecture qui est giratoire et qui en spirale, va constituer un tourbillon, une espèce de vertige, qui est le vertige qui m'a toujours intéressé, qui m'a toujours porté dans ma propre philosophie, parce que ma philosophie, c'est une philosophie de la chute, du vertige, du tourbillon, et que mon écriture est tourbillonnaire, que si la pensée naît au bord de la mer, le tourbillon c'est parfait, et du coup, voilà, donc ce livre est une traversée de l'œuvre complète de Derrida, non pas chronologique, mais selon cette espèce de structure pascalienne que j'évoquais, cette espèce de feuilletage de différents motifs pris sur des fils différents, que j'appelle par exemple le tag, le graffiti, le tatouage, et ce que je cherche à faire, que Derrida a toujours voulu, c'est de trouver la manière dont s'enroulent ces différents fils en un fil qui serait, ou en une corde en tout cas, en une maille qui serait non pas unique, mais qui constituerait une espèce de ton rompu. Enfin, vous voyez bien qu'une étoffe n'est pas, lorsque une étoffe est faite de différences
lorsque vous avez affaire à un tissu écossais, lorsque vous avez affaire à un pull qui contient des mailles de différentes couleurs, se constitue néanmoins une unité d'ensemble qui n'est pas un ton franc, qui n'est pas une teinte franche, qui n'est pas une couleur franche, que Van Gogh appelle un ton rompu. Et donc, oui, je pense que l'œuvre de Derrida, dans sa dissémination, dans son fourmillement, constitue quelque chose comme une tresse de fil qui réalise non pas l'unité franche, mais l'unité qu'on appelle un ton rompu.